Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde séance de la matinée. Pour la première des trois conférences de cette séance, j'ai le plaisir d'inviter Madame Nellot Zickler, qui est directrice de recherche à l'UMR Proclac du CNRS, pour une présentation sur la frontière méridionale du royaume de Haute-Mésopotamie. Merci. Si on veut traiter une question comme celle concernant pouvoir et culture écrite en Haute-Mésopotamie, comme nous le faisons depuis quelques années au sein de ce programme financé par l'ANR, la délimitation précise du territoire examiné est impérative. Où s'arrêter la Haute-Mésopotamie? Est-ce qu'elle représente un espace particulier? Est-ce que la distinction géographique est significative? Y avait-il une limite culturelle, un monde au-delà de la Haute-Mésopotamie qui se distinguait de lui? Pendant longtemps, la Haute-Mésopotamie de l'époque des archives royales de Marie avait été qualifiée de périphérique par rapport à un centre plus développé. Or, cette image vacille désormais. L'étude de Marine Béranger a mis des mots, des chiffres, des statistiques précises à ce que le chercheur ressentait intuitivement. Ces chiffres montrent que les lettres akkadiennes de la Haute-Mésopotamie et l'écriture cunéiforme du XVIIe siècle étaient à leur apogée. Une révolution extraordinaire s'y était produite. L'écrit de la Haute-Mésopotamie n'était donc pas celui d'une périphérie dans l'ombre, bien au contraire. Comment l'expliquer? Plusieurs phénomènes concernant cette époque sont mis en avant depuis longtemps. Jean-Marie Durand avait souligné l'existence d'une koiné amorite. L'Orient entier, depuis la Méditerranée jusqu'au Golfe, se reconnaissait dans une même culture de l'écrit, correspondait, échangeait des biens et des cités. Aboutir à cette koiné dans le domaine de l'écrit n'était pas un long fleuve tranquille. Il fallait des changements radicaux, des coupures avec le passé, des réformes comme celles que Yarton Lim avait imposées à son administration. Une réforme profonde, assurément libératrice et opérée sur le modèle d'un voisin méridional, Eshnunna. Marie n'était pas le seul endroit où de tels changements eurent lieu. Dans la région du Sinjar, dans le royaume de Samsi-Adou, bien des années avant la conquête de Marie, on utilisait déjà le même modèle calqué, lui aussi, sur le voisin méridional Eshnonia. Or, il est clair que les contacts, il est clair que les contacts entre Samsi-Adou et Eshnunna étaient intenses dès les premières années du règne de ce roi. Nous avons compris depuis longtemps déjà que Samsi-Adou était originaire et avait grandi dans l'orbite d'Eshnunna. Ce fut Maurice Biraud le premier qui avança cette hypothèse. Il remarqua que Yaskur-El, l'ancêtre de Samsi-Adou, connu comme père d'Ila Kapkavou selon la liste royale assyrienne, pouvait bien être identifié à un certain Yatkur-El, roi de Zaraloulou, l'actuel Tel Adibai. Lorsqu'il était devenu célèbre, Samsi-Adou a peut-être essayé de rattacher l'histoire de sa famille à une ville autrement plus prestigieuse dans la même région, Akkad. Samsi-Adou a débuté sa carrière dans l'ombre d'Eshnunna. Récemment, Leit Hussein et moi-même avons publié des copies scolaires de 2 lettres adressées par le Rouboum, le prince d'Eshnunna, à Samsi-Adou, alors fraîchement installé sur le trône des Kalatum. Selon ces lettres, Samsi-Adou était d'un rang inférieur à celui de son voisin du sud. Dans ces lettres très difficiles à interpréter, le prince d'Eshnunna se plaint entre autres du comportement irrespectueux de Yakoundéa de Hurshittum. Il s'agissait d'un allié de Samsi-Adou des Kalatum. Le prince espéra isoler Hurshittum politiquement avant de l'attaquer. Après ses premiers temps dans l'ombre d'Eshnunna, Samsi-Adou s'émancipa probablement après la mort de Naram-Sin, lorsqu'une phase d'instabilité politique secoua le voisin méridional. Quelques années plus tard,
la relation avec Dadusha, un autre fils d'Pikadu II, était dans le premier temps peu amicale. Les chroniques éponymales témoignent de différends entre Samsi-Adu et son voisin Eshnunien. Ainsi, 2 années éponymales mentionnent des événements autour de Meturan, peut-être la prise de la ville par Samsi-Adu, et 2 années plus tard, sa restauration à Dadusha. L'histoire des relations entre Samsi-Adu et son voisin méridional Eshnuna s'avère donc compliquée. Étonnamment, cette région, située à proximité des puissants voisins, le royaume de Babylone, dirigé par le jeune Hammurabi, et le royaume d'Eshnuna, où régnait un Dadusha vieillissant avant d'être succédé par son fils Ibalpiel II, n'était pas vraiment stabilisée au cours de la dernière décennie du règne de Samsi-Adu, ni après. La frontière bougeait, et même beaucoup. La zone marquée en jaune sur cette carte s'étendait pendant plusieurs années bien plus vers le sud. On peut donc se poser la question s'il y avait une frontière véritable, c'est-à-dire une ligne de démarcation qui séparait le pouvoir de Samsi-Adu et de Dadusha respectivement. Je pense que oui. D'ailleurs, la langue akkadienne a un mot pour frontière ou zone frontalière, patum, et sa variante patum. Mais le mot patum semble indistinctement faire allusion soit à une ligne de démarcation ressemblant à une frontière au sens moderne, ou à une zone frontalière assez vaste et diffuse. Des allusions à des villes situées dans de telles zones sont fréquentes. Ainsi, Yavi'ila de Talchayum introduit avec le mot « Je réside dans une ville frontière de mon Seigneur » sa demande de l'envoi d'un médecin. Ou Ishmedagan explique à son frère que Samsi-Adu risque de ne pas lui céder le devin convoité, car le lieu de l'affectation de ce dernier était Chitulum, un district frontalier Patum. D'autres sources montrent que la frontière était gardée par des patrouilles qui contrôlaient les allées et venues, ou que les escortes furent démobilisées et remplacées à la frontière. La bibliographie sur cette question est riche. Lorsque j'ai discuté ce sujet en 2009, j'ai pu me référer à des études antérieures de Bertrand Lafont, qui s'était posé la question si le Proche-Orient de l'époque de Marie était, donc à ce moment de partie de la Koiné amorite, était un monde sans frontières, avant de reprendre la question dans le volume Amoureux II, ou bien Dominique Charpin, qui souligne que le contrôle des frontières était une réalité. Regardons alors un exemple concret de la frontière méridionale, celle entre le royaume de Samsi-Adu et de Eshnuna. Deux des plus hauts généraux de Samsi-Adu furent envoyés vers le sud pour assister Eshnuna dans une campagne militaire contre Malgium. Ils écrivent à Ishmedagan: « Nous sommes partis depuis Chitulum. Le 3e jour, au crépuscule, nous sommes arrivés à Mankisum. Lors de notre arrivée, le chef barbier d'Eshnuna et le prud'homme Kakarokum nous ont accueillis. Sintiri et Isharlim étaient arrivés à la frontière d'un royaume allié et furent accueillis par des hauts dignitaires. Les 2 villes mentionnées dans cette lettre, Chitulum et Mankisum, ne sont pour l'instant pas précisément localisées. Malheureusement pour nous, les voyageurs de la source la plus précieuse pour la géographie historique, l'itinéraire paléo-babylonien, ils sont en effet passés par ces 2 villes, mais l'une à l'aller et l'autre au retour. Cela s'explique. Plusieurs sources montrent que Mankisum et Chitulum n'étaient pas situés sur la même rive. Selon les archives de Marie, Chitulum était la forteresse la plus importante au sud d'Achour. Elle gardait la vallée du Tigre contre les agressions venant du sud. La menace venait alors généralement d'Eshnuna. Par ailleurs, Chitulum avait de bonnes connexions avec le Soukhum, la vallée de l'Euphrate. Pour toutes ces raisons, j'ai proposé que Chitulum pourrait être localisé dans la région de Tikrit. Le choix de cette ville moderne était dû à sa situation marquante et stratégique sur un éperon rocheux
mais cela ne constitue pas une preuve. Néanmoins, un autre indice en faveur d'une telle localisation se trouve dans l'ouvrage de Max von Oppenheim qui décrit Tikrit comme un très vieux tel, il écrit ça au début du XXe siècle. La durée du trajet entre Tikrit et la vallée de l'Euphrate, Hit ou Ana, était alors de seulement 2,5 jours ou bien 3 jours et se faisait sur des pistes bien praticables, notamment en été. Quoi qu'il en soit, la localisation précise de Chitolum à Tikrit ou ailleurs reste à confirmer. Nous avons déjà évoqué la lettre d'Ishme-Dagan selon laquelle Chitolum était le chef-lieu d'un district frontalier. Un endroit aussi stratégique et menacé ne pouvait se passer des services d'un devin. Quelques années plus tard, dans les mois qui suivirent le décès de Samsi-Adu, les craintes pour cette ville devinrent une réalité. Chitolum était alors directement menacé par les armées echnoniennes, mais résistait encore. Ibal Piel vantait dans une très longue lettre à Zimrilim en disant « J'ai envoyé ma troupe au pays de Chitolum et ce pays est retombé en mon pouvoir. Il n'y a plus que Chitolum elle-même, la ville forte, qui tarde. À présent, je suis en train d'assiéger cette ville. À l'intérieur de cette ville demeure Ibn Tishbak, fils d'Ishme-Dagan, et ses serviteurs fidèles. Je ferai une brèche dans cette ville et je la ferai tomber rapidement par la force des armes. J'enverrai de nouvelles réjouissantes à mon fils Zimrilim. Or, du fait qu'actuellement je suis en train d'assiéger Chitolum, que j'occupe ton ennemi et qui n'a pas pu se concentrer ses forces en un seul endroit, c'est comme si je t'avais envoyé une troupe de 10 000 hommes et que j'étais venu à ton aide. Je viens de faire pour toi une chose unique. Et toi, mon fils, viens prendre part à la chute du pays des Calatum. Je peux vous rassurer, malgré l'annonce de la chute imminente, Chitolum et Ekalatum résistèrent encore quelques années. Mankisum, par contre, était une des places fortes sur le Tigre qui avait une importance de premier plan en tant que nœud routier. Elle était tellement convoitée qu'elle changeait de maître régulièrement. Généralement, au moment des archives de Marie, elle appartenait au royaume d'Eshnona. Mais Samsi-Adu, Hammurabi de Babylone et les Élamites parvinrent de manière éphémère à s'en emparer. Qu'est-ce qui explique cette volatilité d'occupants? Une fortification moins massive peut-être, ou le fait que la fonction première de Mankisum, un lieu de passage sur le Tigre, constituait la principale force et en même temps faiblesse de cette ville. Le gué de Mankisum est fréquemment mentionné comme sa proximité avec le canal Irnina. Un exemple comme celui-ci, tiré d'une lettre de l'époque de Zimrilim qui dit « Les Echnoniens se trouvent au gué de Mankisum et voici ce qu'on dit, ils se dirigent vers Chitolum. Hammurabi l'ayant appris me dit « Les Echnoniens viennent de traverser et se dirigent vers Chitolum » montre clairement que Mankisum était sur la rive opposée de Chitolum et que le gué permettait la meilleure traversée. La localisation de Mankisum à Telcourt a été proposée par Stephen Cole et Hermann Gasch. La ville se trouvait sur un ancien bras du Tigre, plusieurs kilomètres à l'ouest de l'actuel. Le gué de l'époque n'existe donc plus. L'itinéraire paléo-babylonien, déjà mentionné, date vraisemblablement du tout début du règne de Samsu-Iluna. Mankisum était une étape sur le chemin de l'Allée. C'est à cet endroit que les voyageurs passèrent 4 jours. Jusqu'ici, ils s'étaient déplacés en bateau. À Mankisum, ils doivent avoir changé de moyen de transport, probablement pour une caravane ânière. Le document indique de manière succincte que les bateaux devaient retourner. La démobilisation des escortes pourrait indiquer qu'on traversait alors une frontière du royaume de Babylone pour entrer dans le royaume des Calatum, mais cela n'est pas sûr. Une trentaine d'années plus tôt, vers l'an 1782, le territoire de Samsi-Adu s'étendait plus loin vers le sud que jamais auparavant, allant même jusqu'à Mankisum. On ne sait pas comment cette percée avait été possible,
Mais je vous rappelle que les chroniques éponymales avaient indiqué pour l'année 1785 une victoire qui avait eu des répercussions sur Métouran et que Dadusha avait peut-être perdu contrôle de cette ville et peut-être d'autres territoires pendant un court moment. Il essayait de reconquérir ces terres. Ishme-Dagan décrit à son frère une telle tentative. Je cite, « Le sire d'Eshnona, donc Dadusha, s'était rassemblé avec la totalité de son armée, avec ses serviteurs personnels et ses nobles. Il résida à Opi et écrivit sans cesse au sire de Babylone pour qu'il s'allie à lui afin d'assiéger Mankisum, mais le sire de Babylone n'a pas été d'accord. Bien que le sire de Babylone n'avait pas été d'accord avec lui, dépourvu de honte, il se mit en route, alla à Mashkulia et se mit à creuser un canal à Mashkulia. La ville de Mashkulia se trouve en amont de Dur-Ipik-Adu, à une distance d'une double heure. La même affaire est rapportée par un autre observateur habitant probablement le Soukoum qui écrit « Deux de mes serviteurs et deux hommes du Yablia sont partis et m'ont fait un rapport sur l'armée du sire d'Eshnona en ces termes. Le sire d'Eshnona est rassemblé avec son armée à Mashkunlia, mais le roi, c'est-à-dire Samsi-Adu, s'est déplacé de Mankisum à Dur-Ipik-Adu. Personne ne sait vers où cette armée eshnonienne donc veut se rendre. Voilà ce qui est dit. Il envisage de détruire la moisson du pays d'Arabra et du pays de Kabara. Les deux lettres mentionnent une localité peu connue, Mashkulia. Nous apprenons que cette ville se trouvait en amont d'une forteresse nommée d'après un prince d'Eshnona, Dur-Ipik-Adu. Puisque le roi, c'est-à-dire Samsi-Adu, s'y rendit, on peut supposer que cette dernière avait été conquise par lui dans la même campagne comme Mankisum. Quoi qu'il en soit, Mashkulia fut fortifiée par les troupes de Dadusha d'Eshnona, qui creusèrent un canal et formaient donc un front. Mashkulia restait un lieu de rassemblement de l'armée eshnonienne. Une dizaine d'années plus tard, à l'époque de Zimrelim, les troupes d'Eshnona furent mobilisées à cet endroit. Je n'ai pas le temps de parler d'autres villes situées au-delà ou en deçà de la frontière du royaume de Haute-Mésopotamie avec le royaume d'Eshnona, Dur-Sharim, Pulukum, Makala ou Rishatum, pour ne nommer qu'elles. Cela aurait été intéressant pourtant. Le toponyme Pulukum, les plots ou les pieux, décrivait-il une installation de protection des frontières, comme cela avait été proposé? Et concernant Makala dans la steppe, ne supposons-nous pas à juste titre qu'il s'agissait du nom d'un fortin surveillant la frontière, comme l'indique l'étymologie du toponyme? Le temps me manquerait. Et de plus, j'en ai déjà donné un aperçu dans mes articles de FM6 et BBVO 30. Mais il reste une ville, et pas des moindres, dont je voudrais dire encore quelques mots. Une ville prestigieuse, la capitale du premier empire akkadien, car lorsque Samsi-Adu avait réussi à intégrer Mankisum dans son territoire, il avait également gobé Akkad en amont. En 2014, plusieurs auteurs réunis dans BBVO 24 ont tenté de rassembler toutes les informations textuelles disponibles sur sa localisation. Nous savons dès lors qu'Akkad était situé sur ou près de la rive orientale de l'ancien cours du Tigre, fleuve qui coulait bien plus à l'ouest qu'aujourd'hui. Akkad était probablement situé à l'endroit où l'Iradan, nom ancien de l'Adaim, se joint au Tigre. Dans BBVO 24, nous n'avons fait aucune proposition pour son identification et aucune carte précise, aucun surveil archéologique n'était à notre disposition. Très récemment, Naohiko Kawakami de l'Université de Nagasaki a proposé d'identifier Akkad à l'un des deux sites situés précisément dans cette région, en déclarant tel Sinker et peut-être Ukbara, situé à mi-chemin entre Bagdad et Samarra sur la rive orientale de l'ancien cours du Tigre, qui coulait autrefois plus à l'ouest, sont des sites candidats les plus probables pour l'ancienne ville d'Akkad.
Les fouilles archéologiques ont commencé à Telsinker. L'archéologue semblait optimiste, mais j'ignore quels résultats concrets ont été obtenus après 2023. Il n'y a aucune publication que j'ai trouvée. Samsi Addo a séjourné en personne à Akkad. Il en a fait part à son fils Yasmar Addo et lui a demandé de rester encore 5 jours à Rapikum, une autre ville à la frontière méridionale, mais avec Babylone. Jusqu'au 20 de ce mois, écrit le roi Samsi Addo, je résiderai à Akkad. Ensuite, je remonterai le fleuve jusqu'à la ville, c'est-à-dire Ashur. Or toi, tu ne viendras pas avec moi. Attends 5 jours à Rapikum après mon départ, et lorsque ce mois-ci n'aura plus que 5 jours, pars au mari. Nous ignorons pour quelles raisons Samsi Addo s'est attardé à Akkad. Il est possible qu'une alliance entre Samsi Addo et Dadusha a été conclue à Akkad. Car quelques mois après le séjour de Samsi Addo dans cette ville, les armées des 2 souverains se lancèrent en commun à la conquête des royaumes d'Arapra, de Kabra et de Nurugum, événement militaire commémoré par Dadusha sur sa stèle. Malgré la paix, Akkad, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la graphie, malgré la paix, Akkad était alors resté entre les mains de Samsi Addo. C'est seulement après la mort de son père qu'Ibalpiel II, le fils d'Adusha, décida de mettre un terme à cette humiliation. Il occupa Akkad avec ses troupes dès son avènement. La lettre qui en parle dit « Tu m'as écrit au sujet de troupes écheloniennes. Comme tu l'as entendu dire, le roi Ibalpiel demeure avec toutes ses forces à Akkad. Il incline à l'hostilité et au péché. » Akkad rentra donc dans le giron d'Eshnona. On sait très peu de choses sur la topographie d'Akkad. Les palais de l'époque d'Akkad, le temple principal voué à la déesse Ishtar, étaient certainement des vestiges impressionnants dans le paysage urbain. Néanmoins, on a l'impression qu'il s'agissait plutôt d'une ville délaissée. Elle ne jouait aucun rôle militaire ni stratégique d'après toutes les sources dont nous disposons. Mais elle continuait sa vie pendant des millénaires. Et même jusqu'à l'époque des Mongols au Moyen-Âge, comme l'a argumenté Ransadok. Selon une lettre de l'époque de Zimrilim, elle possédait une grande place sur laquelle on pouvait parader. Après la prise d'Eshnona, le responsable du Surum, Meptum, avait donné des instructions précises pour le convoi de musiciennes vers Marie. Il dit « J'ai donné l'ordre suivant au guide. Jusqu'à ce que vous ayez fait passer la femme, donc la musicienne, vers une ville frontière, changez son habillement et son couvre-chef. » Les gens étaient négligents et ne les ont pas changés. Par ailleurs, à elles, ils ont ajouté 3-4 femmes. Ils ont équipé leur expédition et sont partis. Ils sont arrivés à Akkad, en but de la bière. Ils ont fait chevaucher la femme sur un âne de bas, en la conduisant à travers la grande place d'Akkad. La femme a été reconnue et on l'a saisie. Nous gagnons, grâce aux péripéties décrites dans cette lettre, un aperçu d'un destin extraordinaire. Samia, l'ancien haut fonctionnaire de Samsi Addo, qui avait réussi à garder la ville de Shubat-Enlil pendant quelques années après l'écoulement du royaume, était devenu gouverneur à Akkad et doit intervenir dans cette affaire pour régler les embrouilles. Le sceau de Samia est connu par des déroulements trouvés à Marie. Plusieurs éléments du décor font penser à l'épopée de Gilgamesh, comme la scène en haut à droite ou la tête de Humbaba. Samia était apparemment, donc le gouverneur d'Akkad, originaire de la Haute-Mésopotamie, était apparemment pétri d'une culture mythologique ou littéraire poussée pour avoir choisi un tel sceau. Or, cet homme avait réussi à convaincre le prince d'Eshnona de l'amener avec lui à Eshnona quand Shubat-Enlil ne pouvait plus être tenu. Il devint par la suite responsable d'une des villes au passé le plus prestigieux, Akkad. J'imagine qu'il avait, comme Samsi Addo, des liens familiaux dans la zone d'influence d'Eshnona et était pétri de sa culture. Presque fini. Or, nous avons déjà mentionné le fait que la révolution de l'écrit,
qui avait illuminé la Haute-Mésopotamie au XVIIIe siècle, était parti d'un foyer culturel, Eshnona. Situé au-dessus de la ligne géographique, c'est grâce au soutien d'Eshnona, son allié, que Yarton Lim avait mené la réforme de l'écriture. C'est peut-être au même moment et imprégné du même foyer échenonéen que Samsi-Addo l'imposa à tout son royaume. Une situation favorable, un moment de coopération sur le plan culturel et donc à l'origine d'une réforme des habitudes scribales qui allait avoir un impact majeur sur toute la région. Je voulais parler, en fait, d'une frontière qui séparait la Haute-Mésopotamie d'Eshnona, et on a vu qu'elle fut l'objet de combats acharnés, mais en fait, ce que nous trouvons à la fin de cette enquête est une frontière qui n'empêchait pas les contacts ni les échanges. Avec la nouvelle façon d'écrire, en partie venant d'Eshnona, voyagèrent aussi des idées, de contenu, peut-être des mythes, des épopées. L'épopée de Gilgamesh, par exemple, pourrait avoir gagné un nouveau public. Je ne pense pas que c'est un pur hasard si cette statuette et de nombreux manuscrits paléo-babyloniens du Gilgamesh furent découverts dans la région d'Eshnona. L'épopée y était assurément populaire. Or, nous avons vu qu'un haut fonctionnaire de Samsi-Addo fit orner son sceau de scènes extraites de cette œuvre, et je n'évoque qu'en passant que Yarton Lim reprend des éléments du héros épique pour se styliser en nouveau Gilgamesh dans une de ses inscriptions. J'ai commencé ma communication avec une série de questions sur la réalité des frontières. Or, bien que nous ayons pu observer plusieurs hauts et bas militaires dans la défense de la ligne qui ne cessait de changer, mais qui était une réelle frontière entre deux royaumes, nous avons pu voir que cette frontière était perméable, que les contacts diplomatiques et culturels pouvaient avoir plus de pérennité et d'influence que les conquêtes éphémères des territoires. Pouvoir et culture écrite se stimulaient mutuellement et nous en devenons des témoins directs. Je vous remercie de votre attention. Merci Nele.